Très bien, donc bonsoir à tous. On est très heureux, vous êtes nombreux. Donc, la semaine du cerveau a lieu, comme vous le voyez, du 9 au 26 mars. Le thème qui a été choisi, ça s'appelle Notre cerveau, des neurones, mais pas que. Ça veut dire que même si vous avez pas loin de 100 milliards de neurones dans le cerveau, ce ne sont pas les seules cellules, donc on vous expliquera. Dans les conférences, différentes conférences qui sont dans le programme Semaine du cerveau, ce que sont ces cellules gliales qui font partie également du cerveau et qui sont très importantes. Donc, on est une association de chercheurs, d'ingénieurs, de un peu toutes les branches, des étudiants, des thésards. Le comité fait à peu près une vingtaine de personnes et chaque année, on programme donc des conférences à l'Alcazar dans différentes parties de Marseille et de la région, donc Gardanne, il y a Aix-en-Provence, Auriol, Berlétan, ça couvre pas mal de villes en région PACA. Nous sommes financés, c'est une association, nous sommes financés, comme vous le voyez, par la région, par les Bouches-du-Rhône, par la ville, etc. Et également des instituts de recherche qui nous donnent chaque année un petit pécule. Donc, évidemment, cette année, comme l'année dernière, c'est très spécial. Tout est en visioconférence. Il y a un programme qui est détaillé sur le site Semaine du cerveau avec les conférences qui ont toutes lieu à 18h30 sur différents. Et bien sûr, nous avons des partenaires également d'organisations qui sont listés en bas et bien sûr qui nous prêtent normalement des salles gentiment pour pouvoir nous réunir. Mais là, on est chacun derrière son ordinateur. Et je passe la parole à Myriam. Myriam? Donc oui, bonjour à tous. Alors, pour vous connecter, tu peux passer la diapositive suivante, Agnès? Voilà. Alors, voilà. Donc, nous allons commencer un petit quiz ensemble. Et vous pourrez évidemment, après chaque question, on vous donnera la réponse. Et après chaque réponse, on pourra en discuter ensemble. Si vous avez des questions, nous les faire remonter par le chat, etc. Pour pouvoir suivre, participer à ce WooClap et donc donner vos réponses, il suffit de recopier le lien qui est écrit sur cette diapositive, www.wooclap.com/quizsdc 2021. Donc, il n'y a pas besoin de code ou quoi que ce soit. Vous tomberez directement sur le quiz. Je vais donc attendre quelques instants que vous fassiez cette manœuvre. Et à partir du moment où vous êtes connecté, vous verrez donc la question. Le cerveau est constitué en majorité de la première question. Vous avez le choix donc entre 4 réponses. Et vous pourrez donc cliquer sur la réponse qui vous semble la bonne. Je vous dirai ensuite quel est le pourcentage de bonnes réponses et j'expliciterai quelle était la bonne réponse et pourquoi. Alors, Isabelle dit « L'idée n'est pas de donner la réponse dans le chat, mais d'aller sur le site WooClap. » Exactement. Donc, l'idée, c'est que chacun se connecte sur le site WooClap pour pouvoir participer directement en ligne. Là, j'ai 19 participants pour l'instant. C'est Chloé qui s'est J'ai pas branchée sur 36 le personnes connectées sur WooClap et 84 te... participants sur Zoom. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal de gens qui ne se sont pas connectés sur WooClap, puisque j'ai à peu près un peu plus d'un tiers seulement des participants qui ont pour l'instant trouvé le chemin jusqu'à WooClap. Chloé, tu as compris pour te brancher sur WooClap? Oui, elle a compris. Trop forte. Alors. T'en as suffisamment? T'en as combien maintenant, Myriam? Ouais, et là, j'ai 25 réponses sur 41 personnes connectées. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont réussi à se connecter sur WooClap, mais qui n'osent pas donner de réponse. Ont peur. 28. C'est pas noté, hein, c'est pas noté.
on ne sait pas ce qui Donc, ont la première question, du répondu. coup, c'est un peu long parce que forcément, j'attends que les gens aient compris, ils se connectent. Après, vous allez Oui, oui, voir oui, que après, ça va on va défiler. prendre une cadence et un rythme un peu plus soutenu. Myriam, on nous redemande de mettre le lien dans le chat, s'il te plaît. Ils sont mignons. Ça a été fait, c'est Ils me parfait, font merci. perdre un temps. C'est bon? Alors, on en est où? Alors, je vous propose peut-être de poursuivre. Donc là, pour l'instant, j'ai 38 réponses. Ça monte. Et alors, j'ai quand même 74% de bonnes réponses. Agnès, la diapo suivante, la bonne réponse, c'était l'eau. 18% qui ont répondu le gras. Et ensuite, à la marge, protéines ou sucre. Alors, effectivement, hein, la bonne réponse était l'eau. Le cerveau ne fait pas exception au reste des organes de notre corps. Nous sommes globalement constitués essentiellement d'eau. Les cellules sont pour grande partie de l'eau. Peut-être ce qui est plus important à dire, c'est qu'une fois qu'on exclut cette composante eau, ce qui arrive tout de suite derrière, c'est le gras pour le cerveau. Donc ceux qui avaient dit gras, ils n'avaient pas tout à fait tort. Si on regarde en poids sec, effectivement, le premier composant du cerveau serait le gras. Et pourquoi? Simplement parce que chez nous, les vertébrés, la plupart de nos neurones sont recouverts d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline, qui est essentiellement constituée de lipides, donc de matières grasses. Et c'est ce pourquoi le cerveau est l'organe le plus gras en fait, de notre organisme. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors. Je passe à la question d'après sur WooClap. Agnès? Les neurones sont les cellules les plus abondantes de notre cerveau. Vrai, faux, je ne sais pas. Alors, on a une personne qui n'arrive pas à se connecter. En fait, il faut juste faire un copier-coller dans votre navigateur de l'adresse qu'on a indiquée dans le chat. Et ça suffit. Il n'y a pas d'identifiant ou quoi que ce soit à donner. Première question, tu avais 74%, c'est ça de réussite? Pas mal. Donc, pour la deuxième question, je vais afficher la réponse. Donc, c'est faux. Et alors là, j'avais 56% de personnes qui m'ont dit vrai, 36% qui m'ont dit faux. D'accord. Donc, en réalité, c'est vrai que quand on parle du système nerveux, on pense tout de suite aux neurones. Mais il faut savoir que finalement, si on considère l'ensemble des cellules qui constituent notre cerveau, les neurones sont finalement minoritaires. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres types de cellules qu'on appelle les cellules gliales, qui sont des cellules de support, de soutien, de nutrition, qui permettent la défense également au niveau immunitaire du cerveau, enfin qui ont des fonctions multiples. Et pour en savoir un petit peu plus, il y a la conférence de demain qui vous donnera beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais donc ces cellules gliales, plus toutes les cellules, par exemple, qui composent les vaisseaux sanguins également, qui sont très importants pour apporter l'oxygène, le glucose au cerveau. Tout ça fait qu'au final, les neurones sont légèrement minoritaires dans le cerveau. Donc, on connaît... Attends, tu passes trop vite là-haut. Mais non, mais c'est... Voilà. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Agnès. Donc voilà, donc, pour finir sur cette question, oui, les neurones sont très nombreux, puisqu'on en a plusieurs dizaines de milliards dans le cerveau.
mais il y a encore plus de cellules gliales et de cellules endothéliales. Voilà. Agnès, Donc, tu as sauté une Oui, question. je sais. hop, je passe à la troisième question. Fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Oh là 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 là. Ben ouais, mais ça. Oh. Donc, la troisième question. Chez l'homme, le cerveau représente 2% du poids du corps, mais il consomme quelle proportion de l'énergie absorbée? Mais ça va pas du tout, là. Voilà, là, ça va mieux. Un peu de rigueur, là. Oh. Ah ben oui, mais voilà. Voilà. Alors, allez-y, votez. Chez l'homme, le cerveau représente 2% du poids du corps, mais il consomme quelle proportion de l'énergie absorbée? Là, on va avoir 100% de bonnes réponses. Ah, pourquoi? Grâce à Agnès. Ah, Yes. Ils fermaient les yeux. Ils ont fermé les yeux. non, c'est passé trop vite. Voilà. Et donc, la bonne réponse, c'est 20%. Donc, troisième, Alors, je laisse 20%. commenter. Donc, 20% en effet que consomme le cerveau. Le cerveau est énergivore. Il a besoin de beaucoup d'oxygène et de nutrition. Pourquoi plus que d'autres organes? Parce que il y a, comme vous le savez, l'influx nerveux, c'est de l'électricité et c'est aussi de médiateurs chimiques. Donc, c'est de la chimie, mais c'est aussi de la pure électricité. Cette électricité est transportée dans les nerfs et cette électricité est produite grâce à des transporteurs d'ions. Les ions, c'est les atomes qui sont chargés, vont permettre justement de créer cet influx. Il faut que ça fonctionne en permanence. Ces transporteurs, ce sont des protéines qui sont très consommatrices d'oxygène et de nutriments. Donc, ils ont besoin de travailler en permanence. C'est ce qu'on appelle des pompes ioniques qui sont très énergivores. Alors, bien sûr, lorsqu'il y a un manque d'oxygène au niveau du cerveau, c'est très grave. Ça peut être très grave et donner des dommages assez importants au niveau du cerveau, ce qui n'est pas le cas dans le reste du corps. Si vous vous cassez la jambe, par exemple, au ski, c'est embêtant pour vous, mais ce n'est pas dans l'urgence qu'il faut intervenir absolument, comme si c'était le cerveau qui était touché, comme un accident de voiture avec la tête qui est touchée. Là, c'est beaucoup plus. Il faut intervenir très rapidement parce que si le cerveau manque d'oxygène pendant un temps un peu long, ça peut être bien sûr très dommageable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est pour ça que quand on réfléchit beaucoup, on a envie de manger sans arrêt du sucre. Et ceux qui ne mangent pas à leur faim, ben écoute, je ne sais pas moi, ceux qui ne mangent pas à leur faim, je ne sais pas comment ils font. Non, mais effectivement, on consomme énormément d'énergie. Par exemple, oui, les neurones consomment, de l'énergie cérébrale, les neurones en consomment 80%. Donc, c'est énorme. Donc, un neurone sans oxygène, c'est peu viable. Ça ne va pas durer longtemps. Alors, je passe à la question suivante. L'homme n'utilise que 10% de son cerveau. Tu avais combien de bonnes réponses pour la 3? Je peux revenir en arrière. Tu nous le donnes, oui. Moi, je le note à chaque fois. Ah, d'accord. Tu notes les noms aussi, non? Les noms. Ah, mais attends, il y en a qui me demandent un certificat à la fin. Ah oui? Un diplôme? Sur en classe. Donc, la réponse correcte était évidemment, c'est faux. Alors, Serge, pour tes statistiques, oui, vous avez 57% de bonnes réponses. Ah, c'est bien. Et c'est Christophe qui nous commente. Alors, qui commente? Oui, pardon, je suis passée à la suivante, mais il faut peut-être d'abord commenter la réponse de celle-ci. Oui, juste quelques mots pour dire que l'idée que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau est une belle illustration de ce qu'est un neuromythe, une idée, une croyance que l'on peut avoir sur le cerveau et qui pourtant n'est pas scientifiquement fondée. Ce qui est très intéressant avec ce neuromythe, et peut-être aussi parce qu'il est le plus connu, c'est l'interprétation qu'on peut donner à tout ça. Qu'est-ce que signifie qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau?
Est-ce que ça signifie qu'il n'y a que 10% de nos cellules qui sont actives? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a que 10% de nos cellules qui sont actives en même temps? Est-ce que ça signifie qu'on utilise notre cerveau qu'à 10% de nos capacités? Un bon neuromythe, c'est comme un bon horoscope. Chacun peut y mettre l'interprétation qui lui convient pour pouvoir en tirer quelque chose. L'idée que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau a plusieurs origines possibles et malheureusement, aucune qui ne semble totalement établie. Mais peu importe que l'on cherche l'origine de cette idée, que cela remonte à une théorie déformée d'un pionnier de la psychologie expérimentale, William James, que cela vienne d'une pseudo-conférence d'Albert Einstein, ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on creuse ces différentes origines possibles, on s'aperçoit qu'en réalité, elles sont souvent sans preuve réelle, elles ont été largement déformées. Et plus que de ne pas avoir de preuves que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, nous avons maintenant tout un tas d'éléments qui nous permettent d'avancer que nous utilisons bien l'ensemble de notre cerveau. Et que notre cerveau, si je puis me permettre, que notre cerveau travaille en permanence, c'est-à-dire qu'il est constamment fonctionnel, même si nous n'avons conscience que peut-être de son fonctionnement, d'une petite part de son fonctionnement. D'où sa consommation d'énergie, parce qu'il voilà. travaille tout le temps. On en revient à la question précédente. Voilà. Il y a un fonctionnement par défaut, qui veut dire qu'effectivement, on n'a pas conscience de ce qui se passe. Et ce fonctionnement par défaut, c'est la plus grande partie de l'utilisation de notre cerveau, dont on n'a pas conscience en fait. Donc, effectivement, je me permets, on nous pose une question dans le chat qui est de c'est sur la question d'après en fait. Oui, d'accord. Ça relève de la question suivante, plus le cerveau est gros, plus on est intelligent. Donc peut-être qu'on peut répondre à cette question au moment où on discutera justement de la réponse à cette question. Je n'ai pas donné encore, donc j'ai 31 réponses, 33. Donc la réponse correcte était faux. Donc, il est faux de dire que plus le cerveau est gros, plus on est intelligent. En ce qui concerne les résultats, eh bien, tout le monde a eu juste. Donc, c'est intéressant. Donc, un mot là-dessus. Bien entendu, plus un animal est gros comme un éléphant, plus son cerveau va être gros, mais ce n'est pas pour ça qu'il sera plus intelligent. Si on trace la courbe, par exemple, du poids de l'animal en fonction du poids de son cerveau, on voit que ça fait à peu près une droite sur un graphe, un plan en 2 dimensions. On voit que c'est à peu près une droite, qu'il y a une proportion entre le poids du cerveau et le poids du corps de l'animal. Par contre, quelques espèces se distinguent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment sur la droite, ils sont au-dessus, et on en fait partie. Il y a notamment l'homme et on voit aussi le dauphin, c'est-à-dire qu'ils ont un excès dans leur capacité crânienne par rapport à ce qu'on attendrait normalement par rapport au poids. Si vous regardez par exemple un chimpanzé, il est bien sûr un peu moins lourd que nous, mais son cerveau ne fait qu'à peu près 500 cm3. Le nôtre fait à peu près 1400 cm3, c'est à peu près 3 fois plus. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, notre capacité, notre évolution du crâne, le crâne a beaucoup évolué, pour emmagasiner, grâce aux apprentissages permanents, successifs qu'on a eus depuis qu'on a fait des outils, emmagasiner ces connaissances par la mémoire, et on voit qu'une capacité crânienne s'est accrue vraiment de façon énorme, puisque c'est à peu près 3 fois. Si on compare au Homo habilis, qui est d'à peu près 2,5 millions d'années, qui commence à faire des outils jusqu'à l'homme aujourd'hui qui va sur Mars, eh bien, ça a triplé. La capacité crânienne à peu près triplé. Donc, c'est énorme. Donc, au cours de notre évolution, on a emmagasiné, grâce aux apprentissages qu'on a eus depuis les premiers outils, des connaissances qui se sont… bien sûr, ce qui est derrière ça, c'est la naturelle, c'est Darwin. On a emmagasiné un grand nombre de connaissances qu'il a fallu, bien sûr, stocker quelque part, et notamment le préfrontal, c'est-à-dire là où il y a les pouvoirs de décision, où les connaissances, le cognitif, c'est les connaissances accumulées, eh bien, il a bien sûr évolué de façon très importante, beaucoup plus que chez d'autres mammifères, bien sûr. Voilà.
Du coup, Serge, on peut peut-être revenir à la question de l'auditeur précédent, c'est-à-dire comment définir l'intelligence? Pas facile. Alors là, on est un petit peu en désaccord avec Christophe, c'est des choses qui se discutent, hein. Il y a une théorie qui parle de multiple intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas seulement logico-mathématique, c'est-à-dire les QI qu'on vous donne à tester pour voir votre agilité de votre cerveau à répondre à des questions de logique plutôt. L'intelligence pour moi et pour pas mal de gens ne se borne pas à ça. Et donc, il y a une théorie des multiples intelligences qui est contestée parce que c'est des choses qui évoluent tout le temps. Vous avez aussi une intelligence corporelle, vous avez une intelligence musicale, vous avez une intelligence disons, de manuel. Tout où on pense aux artisans qui fabriquent des objets. C'est une certaine intelligence, tout le monde n'est pas faire. Donc voilà, maintenant Christophe, tu peux donner ton avis aussi parce que c'est des choses qui sont en pleine évolution. Oui, alors je pense qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes sur ce sujet. Et si justement vous voulez creuser cette idée de ce qu'est l'intelligence multiple, il y a le label Cortex, qui est un regroupement d'équipes de recherche, notamment autour du cerveau, qui vient de publier, là, il y a seulement quelques jours, un article justement sur ce neuromythe autour des intelligences multiples. Alors, je partageais dans les grandes lignes ce que tu viens de dire, dans le sens où, effectivement, l'idée de considérer l'intelligence comme étant monolithique, un concept, un fonctionnement cognitif spécifique et précis qui dépendrait d'une région précise, il faut totalement l'oublier. Vraisemblablement, l'intelligence est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'est déjà de mettre une définition derrière le mot d'intelligence. Support, évidemment. Le gros problème, à mon sens, c'est que l'intelligence est un mot humain que nous utilisons pour définir tout un tas de comportements, d'aptitudes que l'on englobe derrière ce terme d'intelligence. Il faudrait peut-être soit arriver à le définir, mais je ne crois pas qu'il y ait un consensus scientifique sur la définition de ce qu'est l'intelligence, ou alors peut-être finir par arrêter d'utiliser ce terme un petit peu fourre-tout pour soit mieux l'encadrer, soit utiliser des termes qui sont plus à propos pour chacun des éléments que l'on utilise pour chaque fois qu'on va avoir à parler d'un comportement qu'on qualifierait maladroitement d'intelligent. Et je vais revenir sur une question qui était dans le chat, où on nous demande si est-ce qu'on peut dire que plus le rapport poids-cerveau sur poids-corps est élevé, plus on est intelligent. Et là, c'est une transition parfaite pour moi, parce qu'on peut se demander ça pour l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Il s'avère qu'en moyenne, entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, on n'a pas tout à fait le même volume cérébral, pas tout à fait le même poids. En moyenne, le volume cérébral des hommes est plus élevé que le volume cérébral des femmes. S'il y avait un tel rapport qui disait que plus le volume cérébral est élevé par rapport à la différence de corpulence, on pourrait tendre à dire que les hommes seraient peut-être plus intelligents que les femmes. Ce serait peut-être ça. Sauf qu'en réalité, il y a plein de choses à prendre en compte autour de cette question. Et ce dont on se rend compte, c'est que certes, effectivement, le volume cérébral des hommes est en moyenne plus élevé que le volume cérébral des femmes, mais aussi la corpulence des hommes est plus élevée en moyenne que celle des femmes. Mais ça n'explique pas tout, parce que ce n'est pas juste une différence de rapport entre le volume du cerveau par rapport à la corpulence du corps. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? On peut conclure qu'en réalité, lorsqu'on s'intéresse réellement aux différences cognitives liées à certaines fonctions que l'on mesure grâce au test de QI, ben, lorsqu'on compare les hommes par rapport aux femmes, malgré le fait qu'en moyenne, il y ait des différences significatives au niveau du volume, ben, ces différences, on ne les retrouve pas en termes de points de QI. Donc l'intelligence ne correspond pas seulement à un volume cérébral, ça correspond à tout un tas de facteurs extrêmement complexes.
Et si vous avez fait attention à tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé à parler, j'ai utilisé le mot d'intelligence, oui. J'ai aussi utilisé le mot cerveau, homme et femme, mais le mot que j'ai aussi employé à grand renfort de répétition, c'est le mot moyenne. Parce que lorsqu'on s'intéresse à ce type de questions, en réalité, on mesure des différences de moyenne entre hommes et femmes. On s'intéresse très rarement à un seul et unique cas, à une seule et unique personne. Ainsi, même si en moyenne, le volume cérébral des hommes est plus élevé que le volume cérébral des femmes, il n'est pas totalement illogique que dans un groupe, on puisse trouver une femme qui va avoir un volume cérébral supérieur à un volume cérébral d'homme moyen, ou à l'inverse, un homme qui va avoir un volume cérébral plus petit que le volume cérébral moyen d'une femme. Et je vais m'arrêter sur cet élément-là. Christophe, juste il y a une question juste pour un petit peu corriger ce que tu as dit, est-ce qu'il s'agit du volume cérébral ou est-ce qu'il s'agit du rapport poids-cerveau sur poids du corps dont parlait Serge? Il y a deux choses, et effectivement, on peut regarder les différences, et ces différences s'observent à la fois sur le rapport poids-cerveau, poids-corps entre les hommes et les femmes, et sur le volume cérébral seulement. Donc, les deux se montrent, mais effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a ces différences que derrière, ça se quantifie en termes de différence de points QI, ou en tout cas, on ne retrouve pas un consensus d'études qui tendent à montrer cela. Donc, la diapositive suivante, peut-être, pour oui. avancer un petit peu dans le quiz. Je me permets, on nous demande de préciser, parce que effectivement, c'est peut-être important, qu'on ne connaît pas le profil des personnes qui interviennent. On ne s'est pas présenté. Et effectivement, on a été peut-être un peu mal poli sur ce sujet, mais ça sera rectifié dans la description de la vidéo qui sera sur YouTube, parce qu'effectivement, nous faisons tous partie de l'association cerveau.com et nous sommes tous au moins passés par la recherche, que ce soit la carrière actuelle de certains, la carrière passée pour d'autres. La recherche en neurosciences. On peut peut-être prendre juste une minute pour préciser peut-être notre profil, notre domaine de compétences, si c'est une demande du public, hein, très rapidement. Oui, bien sûr. Vas-y, commence. Donc moi, je travaille dans un laboratoire marseillais à Lumini qui s'appelle l'Institut de biologie du développement. Je suis directrice de recherche au CNRS et ma thématique de recherche porte essentiellement sur la myéline, donc cette enveloppe dont je vous parlais tout à l'heure, cette gaine qui enveloppe les axones des neurones, qui permet d'accélérer l'influx nerveux et dont l'altération est à l'origine de certaines maladies, dont la plus connue est la sclérose en plaques. Voilà, pour faire très court. Bon, je fais court aussi. Donc, moi, je suis à la retraite, chercheur CNRS. J'étais à l'Institut Pasteur à Paris sur la myogénèse pendant très longtemps. Et puis après, je suis venu à Marseille travailler en neurobio sur motoneurones et sur les neurones du toucher jusqu'en 2016. Voilà, donc j'avais un poste de chercheur CNRS. Voilà. Bien, c'est Olivier. Oui, bon, ben moi, je suis comme Serge, je suis ex-chercheur, hein, je suis retraité depuis quelques années maintenant, et donc j'ai travaillé longtemps sur la thématique plus précisément des interactions entre le cerveau et les hormones, et puis également dans ce contexte-là, avec un intérêt plus particulier sur des problèmes d'horloge biologique, hein, notamment dans les régulations neuro-endocriniennes, c'est-à-dire les régulations qui intéressent les interactions cerveau-hormones. Voilà. Agnès? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je suis Agnès Bott, je suis également un chercheur en neurosciences, chargé de recherche CNRS dans un laboratoire INSERM. Je travaille à Lumini et je travaille plus particulièrement sur la mise en place, le développement des réseaux neuronaux au niveau du cortex et d'une région particulière du cortex qu'on appelle l'hippocampe, qui est impliqué très fortement dans les mécanismes de la mémoire, dans la navigation spatiale, etc. etc. Donc, je travaille
vraiment là-dessus. Et je suis plus spécialisée en ce qu'on appelait avant la neuroanatomie et ce qu'on appelle maintenant la connectomique, c'est-à-dire l'étude des réseaux, comment les neurones interagissent entre eux, comment ils se connectent entre eux. Et tout ça au cours du développement. Voilà. Théodora? Ouais, ok. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adriana Perles, je suis maître de conférence en neurosciences. Mais de formation, je suis plutôt médecin à la base et actuellement je travaille dans un laboratoire qui est spécialisé dans l'imagerie par résonance magnétique. Le but étant de développer cette technique pour mesurer la structure et la fonction des différents organes. Et moi, je me suis spécialisée donc, dans le domaine de l'anatomie et du fonctionnement cérébral, donc de l'organe qui est le cerveau, par IRM. Et je vais finir ce tour de table. Je suis la personne que vous entendez mais que vous ne voyez pas à la caméra, puisque je suis à la technique, que j'enregistre et que j'optimise la bande passante. Je suis Christophe Rodeau. Je suis passé par la recherche. J'ai débuté une thèse de neurosciences autour du fonctionnement de la mémoire et notamment de ce qu'on appelle la mémoire de reconnaissance. Et au cours de mon parcours, j'ai décidé de quitter cette thèse, d'arrêter cette thèse pour me consacrer à des activités, ce qu'on fait là ce soir, de vulgarisation scientifique, où l'idée c'est de pouvoir s'enrichir du savoir issu de la recherche pour pouvoir le partager à tout un tas de publics différents et à travers mes différentes activités, que ce soit par de la formation, par de la conférence. J'ai aussi une profonde et grande activité autour de la vulgarisation scientifique, notamment avec un podcast qui s'appelle « La tête dans le cerveau ». Et voilà. Très bien. Je vois une question, quel type d'études vous avez amené dans ces professions? Je crois que ça va nous entraîner un peu loin si chacun détaille les études. C'est bien sûr la fac ou bien une école de vétérinaire ou une école d'ingénieur, c'est ce genre, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails, on voudrait avancer le quiz. Et la barrière hémato-encéphalique sera détaillée un peu plus tard dans le quiz, donc vous inquiétez pas. Ben la voici, elle arrive, c'est la question qui vient justement. Voilà. Et donc, les participants ont eu le temps de répondre pendant toutes ces présentations. La réponse correcte est la barrière protège le cerveau et donc 80% de bonnes réponses, ce qui est formidable, formidable. Donc, qu'est-ce que c'est effectivement? J'ai un jeune internaute là, qui demande qu'est-ce que c'est que cette barrière hémato-encéphalique. Donc, trop souvent, on se la représente effectivement comme une membrane étanche. Ce n'est pas le cas. La barrière hémato-encéphalique, on l'appelle comme ça parce qu'effectivement, elle va empêcher un certain nombre de molécules de passer du sang vers le cerveau, et notamment un certain nombre d'agents pathogènes, c'est-à-dire des virus, des bactéries, mais aussi des molécules toxiques. Donc, elle protège dans un certain sens notre cerveau contre tout un tas d'agressions potentielles qui viendraient de la périphérie via le sang. Et au niveau cellulaire, cette membrane hémato-encéphalique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que partout dans le corps, les vaisseaux sont formés de cellules qui sont jointives entre elles, mais de manière relativement lâche, ce qui fait qu'entre deux cellules, eh bien, peuvent se glisser des molécules, des organites, etc. Alors que dans le cerveau, ces cellules déjà sont beaucoup plus jointives, de manière beaucoup plus adhésive. Donc ça, déjà, ça réduit les fuites, on va dire. Et puis, par-dessus ces cellules, il y a d'autres cellules qui viennent un petit peu encapuchonner les vaisseaux sanguins, qui vont encore le rendre un petit peu plus étanche. Et il y a également des cellules gliales, dont je vous parlais au début, qui viennent, là encore, faire une couche supplémentaire à nouveau pour améliorer cette étanchéité. Donc, elle a beaucoup de bons côtés, cette barrière hémato-encéphalique. Comme je vous disais, elle va avoir un rôle protecteur, mais elle a aussi un inconvénient, puisque à force d'empêcher les molécules de pénétrer dans le cerveau, ça empêche aussi les traitements en fait, d'accéder au tissu nerveux. Et ça peut être effectivement un gros frein pour soigner certaines maladies du cerveau.
dans la mesure où ces traitements, si les molécules sont trop grosses, eh bien, elles vont être bloquées par cette barrière hémato-encéphalique et donc ne pas arriver au cœur du lieu là où elles devraient être actives, donc au centre même de notre cerveau. Si certains collègues veulent rajouter des… Oui. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est que si on avait une séparation complète entre le sang et le cerveau, cela ne permettrait pas au cerveau de répondre à des modifications d'un certain nombre de substances qui sont présentes dans le sang. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même dans notre cerveau des régions très spécialisées où cette barrière n'existe pas. Et ce sont des régions qui sont situées dans les ventricules cérébraux, c'est-à-dire là où circule le liquide céphalorachidien, qui ont la particularité d'avoir des petits trous, des petites pores justement dans ces fameuses cellules dont parlait Myriam, et qui permettent de laisser passer notamment des hormones. Ce sont ces régions qu'on appelle circumventriculaires, qui sont très fortement vascularisées, qui sont des zones d'interface entre le sang et le cerveau, et qui permettent par exemple aux structures, enfin aux hormones qui sont produites par le cerveau de pouvoir être libérées dans la circulation sanguine, mais qui permettent, ce sont des structures aussi qui peuvent être des structures réceptrices et qui sont impliquées dans la détection avec des récepteurs spécialisés, notamment pour la dérégulation cardiovasculaire ou la régulation de la soif, par exemple. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Une question intéressante. Donc, quand on a un accident et un caillot se forme dans le cerveau, c'est entre la boîte et la barrière, point d'interrogation. Alors non, pas forcément. En fait, justement, quand on a un accident, eh bien, il va y avoir une rupture de cette barrière hémato-encéphalique. Et l'hématome, il peut être intracérébral, il peut être enfin, tout est possible en fait. Il peut être extracérébral au niveau des méninges, il peut être aussi intracérébral. Mais ça m'amène à préciser justement que lors de nombreuses pathologies, ça peut être des traumatismes, mais ça peut être aussi simplement des infections virales. Eh bien, cette barrière, elle est fragilisée et elle va devenir moins imperméable, justement, ce qui peut poser des problèmes, notamment ce qui peut permettre l'invasion de certaines cellules immunitaires de la périphérie vers le cerveau et engendrer une inflammation supplémentaire au niveau du cerveau. Donc, effectivement, cette barrière, elle est altérée dans de nombreuses conditions pathologiques. Il y a une question hormone du sommeil. Je ne sais pas à quoi pense la personne qui pose la question. Par rapport à ces organes qu'on appelle, qui n'ont pas de barrière hémato-encéphalique, qu'on appelle les fenêtres du cerveau. Effectivement, bon, si on pense par exemple à une hormone qui est la mélatonine, qui est réputée pour être une hormone qui permet de faciliter l'endormissement, et bien précisément, c'est une hormone qui est synthétisée dans le cerveau par une glande qu'on appelle la glande pinéale, l'hypophyse, et qui va être libérée à partir de cette glande qui est dépourvue de barrière hémato-encéphalique vers la circulation générale. Voilà. Donc c'est un exemple effectivement d'hormone qui est libérée dans le sang à partir de régions dépourvues de barrière hémato-encéphalique. Donc la question suivante, sur la substance blanche. La substance blanche est la matière grise du nouveau-né, est moins développée chez l'homme que chez les animaux, empêche les interconnexions cérébrales ou est riche en myéline. J'ai 34 réponses. 35. Donc, la réponse correcte était la matière blanche est riche en myéline, avec 86% de bonnes réponses. Donc, on a un public qui est bien informé. Donc, cette substance blanche, ce qu'on appelle la substance blanche, en fait, c'est justement ces faisceaux de fibres neuronales, d'axones, qui sont entourés de myéline. Donc, forcément, par définition, la substance blanche est riche en myéline et c'est ce qui forme finalement l'interconnectome cérébral. Donc, vous avez des aires avec les corps cellulaires des neurones qui sont reliés entre eux par ces faisceaux de fibres myélinisées
qui forment la substance blanche. Et cette substance blanche, elle est particulièrement développée chez l'homme. Donc souvent, on dit, quand on parle de l'anatomie cérébrale, on dit que le cerveau humain se caractérise par un développement très important du cortex cérébral. Alors, c'est vrai, mais c'est relatif quand même, parce qu'à chaque fois, c'est comme pour la question, une des premières questions à propos de la taille du cerveau, c'est à rapporter évidemment au développement cérébral. Hein, mais une des caractéristiques du développement du cerveau humain, c'est justement ce connectome particulièrement développé qui fait que le cerveau humain est le cerveau parmi toutes les espèces animales où la substance blanche est la plus développée. Cette connexion intercérébrale, elle permet un bon fonctionnement, une bonne communication et donc un bon fonctionnement du cerveau. Et elle permet notamment aux réseaux neuronaux de fonctionner de manière très timée. Hein, il faut que l'information arrive au bon endroit au bon moment pour qu'elle soit pertinente. Et c'est grâce à ces faisceaux de substances blanches que ça peut se faire. Alors, il y a des questions. En cas de sclérose en plaques, comment fonctionne la redistribution des nœuds de Ranvier? Ah, ça, c'est une question pour ma collègue Catherine Favre-Sahaye qui va donner une conférence vendredi. Donc, il va peut-être falloir expliciter pour le reste des auditeurs. Donc, les nœuds de Ranvier, en fait, sont c'est le petit espace qui sépare deux segments de myéline sur un axone. Et c'est là que sont concentrés, en fait, les canaux ioniques qui sont à l'origine des échanges d'ions qui permettent la différence de potentiel au niveau de la membrane du neurone et donc la propagation du potentiel d'action. Au début, Serge vous parlait de ces canaux qui sont pour certains très gourmands en énergie pour fonctionner. Et donc, les canaux sodium et potassium sont extrêmement concentrés au niveau de ces nœuds de Ranvier. Et c'est grâce à cette concentration de canaux ioniques au niveau de ces nœuds que le potentiel d'action en fait, se transmet très, très rapidement sur les axones myélinisés parce qu'on parle d'une conduction saltatoire d'un nœud au suivant et non pas par diffusion progressive et passive le long de l'axone. Alors, en cas de sclérose en plaques, ce qui se passe dans cette maladie, c'est qu'il y a une altération, une atteinte de la myéline et donc une disparition de certains segments qui va complètement modifier la dynamique de la propagation du signal et donc un dysfonctionnement de communication entre la cellule qui fabrique cette gaine de myéline, qu'on appelle l'oligodendrocyte, et le neurone lui-même. Et ce dysfonctionnement et cette altération de cinétique et de dynamique et aussi de support trophique de la myéline au neurone fait que assez rapidement, en l'absence de cette gaine de myéline, le neurone va finalement dégénérer, s'atrophier de manière irréversible. Donc, la redistribution des nœuds de Ranvier, c'est quelque chose qui est en cours d'étude. Hein. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a une réparation spontanée de cette gaine de myéline, les nœuds de Ranvier, ça fait partie des premières choses qui sont reformées, alors même que la gaine de myéline n'est pas forcément à nouveau opérationnelle. Donc, il y a clairement quelque chose qui va marquer au niveau de l'axone l'endroit du nœud de Ranvier et lui dire c'est là qu'il faut reconcentrer les canaux ioniques pour permettre à nouveau au potentiel d'action de se propager de manière saltatoire. Mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur le dysfonctionnement de ces nœuds de Ranvier dans la sclérose en plaques et leur réparation.
Donc, la question suivante, si… La plasticité cérébrale qui est affichée, oui. Voilà. L'apprentissage. Non, la plasticité cérébrale. Et ça ne correspond pas. Si, la plasticité cérébrale diminue. Voilà, c'est parce que c'est passé 2 fois. C'est bon. C'est bon? Donc, est-ce qu'elle diminue avec l'âge? Est-ce qu'elle est toujours bénéfique? Est-ce qu'elle ne concerne que les neurones? La réponse. Et la réponse, elle diminue avec l'âge. Et on a 61% de bonnes réponses. Il y a quand même 30% qui pensent que la plasticité cérébrale est toujours bénéfique. Alors là, on va peut-être les décevoir. Voilà. Alors, la plasticité cérébrale, bon, c'est quelque chose, c'est extrêmement important dans le fonctionnement de notre cerveau. Et on parle de notre cerveau en tant que chantier permanent, puisque cette plasticité qui définit finalement la capacité qu'a notre cerveau à continuellement reconfigurer ses réseaux neuronaux, c'est quelque chose qui s'invite dans toutes les relations avec le monde extérieur. Chaque activité que nous faisons, chaque apprentissage, notamment la mémorisation, etc., fait appel aux capacités de plasticité de notre cerveau. Alors, cette plasticité, elle existe tout au long de la vie. Alors, elle est particulièrement importante au moment du développement, bien entendu, mais elle persiste tout au long de la vie, y compris chez les personnes âgées, même si elle diminue avec l'âge. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien imaginer. Tout ce que nous faisons modifie notre cerveau finalement de différentes manières. Et c'est extrêmement important, notamment pour les apprentissages, pour la mémorisation, pour les régulations physiologiques, pour un certain nombre de choses. Enfin, notre cerveau ne pourrait pas fonctionner s'il n'avait pas en tout cas, ne pourrait pas communiquer avec son environnement s'il n'avait pas ces capacités de plasticité. Alors certes, elle diminue avec l'âge, mais elle est encore présente. Alors, elle n'est pas toujours bénéfique. Ça, c'est intéressant de le noter parce qu'il y a certaines situations, et notamment, je peux en citer quelques-unes, notamment les addictions. Les addictions, vous savez que ce phénomène des addictions, met en jeu un système que l'on a dans notre cerveau qui fait partie de ce qu'on appelle notre système limbique, qui est le circuit de la récompense, et qui va finalement nous inciter à continuellement répéter des actions que l'on a trouvées agréables, etc. Et les addictions, c'est un phénomène justement de plasticité qui n'est pas bénéfique parce que c'est une forme pathologique d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a une libération accrue d'un neuromédiateur, notamment qu'on appelle la dopamine, qui se fait dans une structure du système limbique. Et finalement, on s'aperçoit qu'il va falloir que cette plasticité fait qu'il va falloir avoir de moins en moins de stimulation pour avoir une réponse de l'organisme. Donc, c'est le cas des addictions. Bon, il y a d'autres exemples de plasticité non bénéfique. On peut citer la maladie de Parkinson, qui est souvent citée, où là, on a des phénomènes de compensation par plasticité. Vous savez que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui se traduit par une perte de neurones à dopamine dans la substance noire du cerveau. Et c'est cette perte de neurones et cette perte donc de terminaison à dopamine, de synapses à dopamine, si vous voulez, est compensée par des mécanismes qui font qu'on a de plus grandes quantités de dopamine qui sont libérées par les neurones qui sont sains dans un premier temps, ce qui fait que ça va masquer, si vous voulez, le phénomène et que l'on va avoir un diagnostic qui va pouvoir être fait que tardivement. Et puis d'autre part, lorsque le diagnostic est fait, malheureusement, on a des compensations qui se traduisent par des hypersensibilités des récepteurs à la dopamine qui font que les troubles moteurs vont apparaître. Donc, c'est une pathologie justement qui montre, qui est un exemple de plasticité qui n'est pas toujours bénéfique. Il y a d'autres exemples, bon, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais il y a le fameux membre fantôme chez les personnes qui sont amputées, qui est un exemple aussi de plasticité qui n'est pas bénéfique, qui est désagréable. Voilà. Olivier, il y a une question, s'il te plaît, sur l'addiction et le sport. Une addiction au sport. Alors, effectivement, le sport peut être une addiction. Ça fait partie
des comportements addictifs, hein, lorsqu'on a vraiment absolument besoin du sport pour pouvoir passer une journée confortable. Enfin bon, ça fait partie des addictions. Mais le mécanisme est toujours le même, c'est-à-dire qu'on va stimuler notre système de récompense, on va faire libérer en masse ce neuromédiateur qui est la dopamine. Et finalement, plus on va faire du sport de manière compulsive, et plus on aura besoin de faire du sport, parce qu'il y a ce phénomène de plasticité par un mécanisme. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail du mécanisme, qui est ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, qui fait que finalement, on a besoin de très peu de stimulation pour avoir à l'arrivée une réponse importante. Dans la suite de l'apprentissage, la question le membre la fantôme. Par contre. Alors, le membre fantôme, alors ça, c'est effectivement, ça vous connaissez ça, hein, chez les personnes qui ont été amputées, souvent, ils ont l'impression d'avoir toujours leur membre, mais surtout, et c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que parfois, ils ont des douleurs qui correspondent aux membres qu'ils n'ont plus, ou des douleurs ou des démangeaisons. Alors, il y a des observations célèbres là-dessus, et qui sont dues au fait que finalement, la région cérébrale qui était responsable de la commande du membre qui a disparu existe toujours, sauf qu'elle se fait, si vous voulez, contaminée par les régions voisines, hein, notamment, par exemple, si on a une amputation du bras, ça peut être les régions qui correspondent à la sensibilité du visage, qui vont coloniser la région de notre cortex qui correspond au bras. Et donc, ce sont ces douleurs que l'on peut ressentir est due justement à une réaction de cette région qui est en train de se faire coloniser par d'autres différences. Alors, il y a une expérience célèbre là-dessus où justement, quelqu'un qui avait été amputé du bras, donc jusqu'au coude en tout cas, avait des démangeaisons, et puis on arrivait à calmer ces démangeaisons en lui passant un coton-tige sur le visage, par exemple. Et finalement, il se grattait son membre n'existant plus, tout simplement en se grattant le visage. C'est parce que la région du cortex qui correspondait au membre qui a disparu a été colonisée par l'autre région qui correspond au visage et qui a colonisé donc la région voisine. Voilà. Le membre fantôme, c'est un peu ça. Donc, à la suite de la plasticité, on a l'apprentissage. Et la question est, est-ce que l'apprentissage nécessite l'ajout de nouveaux neurones dans le cerveau? Et donc, la réponse, eh bien non, pas nécessairement. Et j'ai 73% de personnes qui ont bien répondu, 21% qui pensent qu'effectivement, l'apprentissage nécessite l'ajout de nouveaux neurones. Alors, en effet, comme vous le savez sans doute, les neurones ne se divisent pas. Lorsque vous blessez, je ne sais pas, au niveau du bras, au niveau de la peau, ça va cicatriser, vous êtes capable de refaire les cellules, le foie est capable de régénérer. Le cerveau, il n'y a pas de multiplication cellulaire des neurones. Ils sont faits à partir de cellules souches. Et d'ailleurs, quand un bébé naît, eh bien, il naît déjà avec son stock de à peu près 86 milliards de neurones. Et ce qui va changer de son développement, ce sont les connexions progressives qu'il va réaliser grâce à son entourage, grâce à ses stimulations, grâce aux apprentissages successifs. Il faut imaginer l'apprentissage un petit peu comme vous êtes dans une forêt très dense et vous voulez vous frayer un chemin à travers cette forêt, donc vous allez essayer d'écarter les feuilles, d'écarter les arbustes, marcher sur ce qu'il y a devant vous, etc. Et progressivement, vous allez réussir à passer au travers d'une forêt qui est un peu dense. Si ce chemin premier, vous le repassez plusieurs fois, progressivement va s'établir un chemin visible et qui sera tracé grâce à vos répétitions de passage sur ce chemin-là. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Imaginez que ce chemin, ce soit une connexion synaptique entre deux neurones, une connexion que vous établissez. Plus vous répétez dans un apprentissage ce que vous apprenez, etc., plus ce passage, plus cette connexion va être solide et va être consolidée.
Donc, c'est une image, bien sûr, c'est une métaphore de l'apprentissage, mais ça dit assez bien ce que ça veut dire pour le renforcement nécessaire pour établir une connexion. Maintenant, comment dire, s'il n'y a pas de nouveaux neurones créés, si on sait aujourd'hui qu'il y a 2 petites régions dans le cerveau humain qui sont capables de fabriquer des neurones, mais encore une fois à partir de cellules souches, pas par multiplication simple. Mais ça ne représente pas, on parle de neurogénèse au niveau du cerveau, mais ça représente disons des parties vraiment minimes dans le cerveau. Quoi vous dire d'autre? Oui, c'est-à-dire que l'apprentissage, ça n'est pas des nouveaux neurones, c'est surtout un réaménagement, une réorganisation de connexions synaptiques. Un seul neurone peut se lier à 10 000 autres. C'est vous dire, si on a à peu près 100 milliards de neurones multipliés par le nombre de connexions, aussi par neurone, on arrive à des chiffres astronomiques, bien entendu, et c'est ce réseau qui se modifie, c'est ce dont a parlé Olivier tout à l'heure, c'est cette plasticité qui va faire soit disparaître, éliminer des connexions qui ne sont pas utiles, et au contraire renforcer d'autres qui nécessaires dans l'apprentissage. Donc c'est vraiment cette reconfiguration en permanence du cerveau qui comment dire, permet un apprentissage, permet d'obtenir des bons résultats dans un apprentissage. Il y a une reconfiguration permanente des connexions synaptiques. Et j'ajouterais que ce sont ces apprentissages et les mécanismes de plasticité qui sous-tendent ces apprentissages, c'est ça qui fait, ce sont ces mécanismes qui font de chacun de nous un être unique. Hein. Oui. Ça, c'est, voilà. Alors la plasticité est vraiment ce qui permet à chacun d'entre nous d'être unique en son genre. Évidemment, prenez par exemple deux jumeaux vrais à la naissance qui vont grandir, se développer, etc. Eh bien, leur plasticité fera en fonction de l'entourage, en fonction de ce qu'ils font, s'ils vont faire l'instrument, s'ils vont aimer les mathématiques ou pas, leur plasticité ne sera pas la même. Donc, évidemment, il y a un soi qui est… Voilà, on peut estimer qu'il y a 50% de génétique et puis 50% d'acquis, hein, et par les mécanismes de plasticité. Il y a plusieurs questions très spécifiques sur le chat. Oui. Je ne sais pas si on peut répondre à tous. Il y a une qui me semble très intéressante qui vient d'arriver. C'est la question, est-ce que les troubles d'apprentissage liés à la consommation d'alcool de la mère pendant la grossesse peuvent-on réparer ces troubles d'apprentissage, ces défauts du cerveau de l'enfant? Moi, si je peux juste apporter une petite réponse, dans le laboratoire où je travaille, il y a une équipe qui travaille justement sur des modèles animaux, bien sûr, sur l'impact de l'alcool sur le développement cérébral, et ils ont prouvé qu'il y avait, ça augmentait très très fortement une mort neuronale au cours du développement. Donc ça veut dire que tout le réseau neuronal de l'embryon, du fœtus en développement va être perturbé. Donc après, une fois que c'est perturbé à ce point-là, il est très compliqué pour que les réseaux, on va dire, normaux se remettent en place, et donc il y a un effet extrêmement délétère de l'alcool sur le développement cérébral du fœtus. Donc à la question, je dirais non, ça ne peut pas se réparer. Merci. Une autre question qui est intéressante à ce sujet, est-ce que ce qu'on a appris il y a longtemps, il y a 20 ans, est-ce que ces connexions restent sans se renouveler, sans se perdre? Ces connexions, il faut que constamment elles soient renforcées, hein, c'est-à-dire que c'était l'image que donnait Serge tout à l'heure du chemin dans la forêt. C'est sûr que si on laisse ce chemin finalement sans stimulation, sans marcher dessus, ben, à la longue, il ne va plus y avoir de sentier. Alors, effectivement, on va garder les connaissances que l'on a apprises que l'on a eues il y a 20 ans, mais quand même, une grande partie, si on ne les entretient pas, elles vont disparaître. C'est un petit peu le propre de la plasticité, hein, c'est qu'il faut entretenir les mécanismes, entretenir les circuits finalement. Entretenir les circuits, sinon ils ont tendance à disparaître et les neurones ont tendance à se déconnecter les uns des autres. Alors, est-ce que la révolution Internet a un impact sur l'architecture de notre cerveau? Voyons voir.
Moi, j'avoue, je ne sais pas. Sur l'architecture. Hein. Sur l'architecture. Alors, nous avons 34 réponses. La bonne réponse, c'était faux. Et là, on a bien fourvoyé le public, puisque en réalité, on a 79% de personnes qui ont répondu vrai. Intéressant. Tu peux mettre la réponse, alors, tu peux mettre l'indiqué, Myriam? Mettre mais à la prochaine diapo avec la réponse faux. Je l'ai mise. Voilà, faux, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je peux peut-être faire un commentaire, si vous permettez, là-dessus. Des problématiques qui m'ont intéressé, que j'ai un petit peu, sur lesquelles je me suis penché. Alors, la question était, la révolution Internet a un impact sur l'architecture de notre cerveau. C'est-à-dire, la question, est-ce que l'Internet va modifier finalement l'architecture et la composition, la structure de notre cerveau. Voilà, merci, je cherche le mot. Alors, le commentaire que je ferai, c'est qu'on peut considérer d'une manière générale que dans l'humanité, si vous voulez, il y a eu trois grandes révolutions. D'abord, l'acquisition de la parole, il y a des centaines de milliers d'années. Et ensuite, il y a eu la révolution de l'écriture et donc de la lecture. Ça se chiffre en termes de milliers d'années, 5000 ans à peu près. Et on peut considérer qu'il y a une grande révolution maintenant qui est Internet. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire des liens avec cela? Ce que l'on peut dire sur l'écriture est intéressant, parce que sur la parole, ça a entraîné effectivement des modifications génétiques. Par contre, l'apparition de l'écriture et de la lecture, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui a étudié très bien ce phénomène qui s'appelle Stanislas Dehaene au Collège de France à Paris et qui a bien montré qu'en fait, quand on apprend à lire, on ne modifie pas la structure de son cerveau. Et d'ailleurs, l'invention de l'écriture est beaucoup trop récente, puisque c'est 5400 ans à peu près, pour avoir entraîné des modifications génétiques. Donc, on ne modifie pas la structure de notre cerveau. Par contre, on va dévoyer des régions de notre cerveau qui sont déjà là, qui vont être dévoyées vers d'autres fonctions. Et c'est une région, justement, qui appartient à l'aire visuelle du cerveau. Donc, c'est ce qu'il a appelé, finalement, le recyclage neuronal, c'est-à-dire qu'on va réutiliser des régions déjà présentes à des fins d'autres fonctions. Et ce qui se passe avec Internet, finalement, c'est peut-être alors on n'a pas encore les preuves parce qu'on n'a pas un recul encore de 5000 ans, c'est peut-être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on va induire d'autres circuits qui vont être mis en jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir une reconfiguration de circuits, mais on ne va pas modifier la structure du cerveau en tant que tel. C'est une façon d'utiliser son cerveau qui va être différente. On va utiliser, les mêmes régions vont être là, mais elles vont être utilisées de manière différente. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas considérer que la révolution Internet a un impact sur l'architecture de notre cerveau. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 000 ans? On ne sait pas. Peut-être qu'effectivement, d'ici là, il y aura eu des modifications génétiques qui font que notre cerveau va être configuré pour la révolution numérique. Mais pour l'instant, on ne peut pas le dire. Voilà. Oui, il y a une question de temps, en effet, qui compte beaucoup dans cela, c'est-à-dire que le langage, on pense que c'est chez Homo sapiens qu'il apparaît. Homo sapiens, c'est maximum 300 000 ans. Le dernier qu'on a trouvé, c'est en Europe, à peu près 300 000 ans. Donc, disons que pour le langage, les circuits cérébraux ont eu le temps d'être sélectionnés, parce que 300 000 ans, c'est quand même pas mal. Ce qui n'est pas le cas de l'écriture, de la lecture, puisque, comme le disait Olivier, c'est à peu près 5400 ans, donc c'est rien du tout. Il faut dire que vraiment, c'est rien du tout. 5000 ans au niveau de l'évolution, c'est que dalle. Voilà. L'âge de la Terre, c'est 4,8 milliards d'années. Donc, si on regarde maintenant le générique qui apparaît dans les années, enfin, la révolution Internet qui apparaît dans les années 90, c'est évidemment 30 ans, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Donc, on verra, enfin, on verra pas, on ne sera plus là. On ne sera plus là. Ouais. Mais ça se calcule toujours pour inscrire, disons, des circuits cérébraux qui ont changé, comme par exemple pour le langage. Le langage, c'est intéressant parce qu'un bébé, un enfant, va parler entre à peu près le 20e et le 30e mois. En 10 mois, il va apprendre à parler sans livre, sans prof, sans école. Ce n'est pas le cas pour la lecture et l'écriture. Et parce que c'est bien sûr beaucoup plus récent, et il devra en passer par l'apprentissage, par un recyclage de certains neurones qui sont au niveau du cortex visuel en neurones de la lecture.
Donc, c'est sur le développement de l'enfant que se passent ces apprentissages, alors que pour le langage, c'est inscrit déjà depuis des centaines de milliers d'années. Donc, c'est vrai qu'avec Internet, on peut voir des modifications chez les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, par exemple, de manière compulsive. On peut voir des modifications de certaines régions de leur cerveau, par exemple une augmentation de taille de l'amygdale, par exemple. Mais ce n'est pas des modifications de structure. C'est une plasticité qui se met en jeu, mais qui ne modifie pas notre cerveau. Voilà. Alors, on va peut-être un petit peu accélérer la cadence pour ne pas finir trop tard. Et donc, la question suivante, il y a une certaine logique finalement avec ce qu'on vient de discuter. Donc, est-ce que dans le cerveau, chaque fonction a sa région? Donc, je laisse quand même quelques secondes, le temps que tout le monde puisse exprimer sa réponse. OK. Donc, la bonne réponse, c'est faux. Et les statistiques, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, 65% des personnes ont répondu vrai. Ouais, contre 35% faux. Oui, c'était un peu une question piège. C'était une question piège, oui. Oui, parce que, comme venait de le dire Serge et Olivier avant, bien sûr, hein, il y a dans le cerveau, tout le monde le sait, hein, des régions qui sont plus dédiées, par exemple, à la vision, comme le cortex visuel, ou à la sensibilité, comme le cortex sensorimoteur, ou bien comme au langage, comme l'aire de Broca. Alors, oui, en quelque sorte, chaque fonction a sa région, parce que là, je vous ai parlé de certaines fonctions, on va dire, supérieures qui sont gérées par le cortex, mais il y a d'autres fonctions comme la régulation des fonctions respiratoires, cardiaques, etc., qui se font au niveau du tronc cérébral, ou par exemple le cervelet, qui est une région extrêmement impliquée dans tout ce qui est gestion du mouvement, etc. et tout. Mais ce qu'il faut savoir dans le cerveau, c'est que même s'il y a des régions qui vont être privilégiées pour telle ou telle fonction, comme tout à l'heure, je vous parlais de l'hippocampe, qui est une région impliquée dans la mémorisation ou la navigation spatiale. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les régions du cerveau sont connectées plus ou moins fortement entre elles. Donc oui, une région va être plus dédiée à une fonction, mais tout le cerveau, en gros, le cerveau, tout est lié, toutes les régions sont liées entre elles, qui fait qu'en fait, lorsque vous avez peur, ben vous avez les yeux qui s'ouvrent. Si vous avez les yeux qui s'ouvrent, ça veut dire que vous allez avoir un message qui va arriver au niveau de votre cortex, qui va ensuite aller au niveau de votre hippocampe et qui va gérer votre réaction. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, encore une fois, oui, chaque région a peut-être été plus spécialisée dans une fonction, mais tout est lié. D'où l'intérêt d'étudier la connectomique. Et alors, ce qu'on pourrait aussi faire le lien, c'est comment tout ça s'est lié. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Myriam, grâce à ces grands faisceaux de fibres qui constituent la substance blanche dans le système nerveux central, ou les nerfs, par exemple, quand on parle du système nerveux périphérique. Donc là encore, grâce à tout ça fait que tout est lié et tout fonctionne en même temps. Donc, je ne sais pas si Adriana voulait ajouter quelque chose, parce que ce sont des choses qu'on peut voir avec des méthodologies très puissantes. Exactement. Ouais, merci. En fait, historiquement, on a beaucoup étudié, on a cherché pour chaque fonction une région dans le cerveau, mais actuellement, les techniques se sont améliorées et on peut non seulement étudier le cerveau en regardant sa structure après sur des coupes histologiques, mais on peut aussi voir le cerveau en fonction. Et donc, notamment par des techniques comme l'électroencéphalographie et l'IRM. Et l'IRM est intéressant aujourd'hui parce que ça permet, sans être invasif, d'étudier les deux connectivités, les deux connexions dont parlait Agnès Baud. Il y a la connexion structurelle et la connexion fonctionnelle, la connectivité fonctionnelle. Ce qui est plus connu aujourd'hui, c'est l'IRM fonctionnel. C'est un peu à la mode, c'est très médiatisé. Mais il y a aussi l'IRM du tenseur de diffusion qui permet d'étudier la connectivité structurale, c'est-à-dire vraiment les fibres
la substance blanche. Tandis que la connectivité fonctionnelle, c'est peut-être plus subtil. La connectivité structurale est beaucoup plus robuste à étudier en IRM. Je pense qu'on reviendra à ça tout à l'heure dans une autre question. Pour répondre il y a une question qui parle de compensation. Quand il y a des disques, je ne suis pas tout à fait sûre qu'on peut parler de compensation quand il y a des… C'est de la plasticité. Voilà, c'est de la plasticité. C'est de la plasticité. C'est typiquement de la plasticité avec effectivement une réattribution de fonctions de certaines zones pour pallier en fait éventuellement le non-fonctionnement d'autres structures. Alors la question suivante est assez amusante. Certaines personnes peuvent-elles entendre les couleurs? Vrai, faux, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut entendre des couleurs? Bizarre, hein? C'est étonnant. Eh bien, la réponse est oui. Et finalement, 58% des personnes ont dit vrai. Donc, c'est un concept qui apparemment n'est pas aussi surprenant que ça pour le grand public. Combien de vrais, tu dis? Ah bah ça s'est même augmenté. 63% ont répondu juste. Alors oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. C'est-à-dire que les sens sont perçus par des endroits différents dans le cerveau. Par exemple, pour lire les mots, ça va être plutôt la partie gauche. Pour voir les couleurs, pour dire les couleurs, ça va être plutôt la partie droite. Donc, il peut y avoir chez certaines personnes des liens, des connexions qui se passent entre nos différents sens. Donc, la synesthésie, c'est quand deux ou plusieurs sens sont associés entre eux. Par exemple, vous pouvez associer, je ne sais pas, par exemple, la musique avec des odeurs. Vous pouvez associer la musique avec des couleurs à certaines personnes. Et vous pouvez associer les nombres à des couleurs. C'est le cas d'une personne qui est assez médiatisée, qui s'appelle Daniel Tammet. C'est un Anglais qui a une quarantaine d'années, qui est un autiste Asperger, qui a été catalogué comme ça. Cette personne parle 12 langues. Il peut apprendre une langue en une semaine. Et on l'a testé sur le nombre pi. Vous savez, le nombre pi, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que les décimales sont infinies après la virgule. Donc, c'est un nombre, un calcul impossible, c'est infini. Les nombres après la virgule sont infinis. Donc, voilà, on lui a testé. On a essayé de savoir combien il pouvait mémoriser de chiffres après la virgule. Combien de décimales de pi pouvait-il mémoriser? Il est arrivé en 5 heures à mémoriser. Il avait mémorisé, donc, bien avant, je veux dire, puisqu'il les disait au fur et à mesure, 22 500 décimales. Donc, c'est énorme, et il les a décrites en 5 heures de temps. Donc, comment cela est-il possible? Il est capable donc de mémoriser pas seulement, bien sûr, le graphisme d'un chiffre ou d'un autre, mais il va les associer à des positions particulières quand il va mémoriser cette liste incroyable de chiffres, et il va les associer à des couleurs. Donc, en fin de compte, il va se raconter une histoire. Quand il a mémorisé cette liste qui sont que des chiffres, il va comme se raconter une histoire, faire un tableau, si vous voulez faire un genre de poésie. Ça se rapproche de l'art quand il vous parle de tout ça. C'est passionnant, et lisez ces livres parce que c'est vraiment très intéressant, pour que ça devienne d'un seul coup une histoire. Et en 5 heures de temps, il va vous raconter une histoire. Pour lui, c'est poétique, hein. Pour lui, les mathématiques, c'est poétique. Donc, il va vous raconter une histoire en disant chaque chiffre les uns à la suite des autres pendant 5 heures. Donc, ça paraît vraiment assez incroyable, mais c'est la vérité. Donc, voilà, il y a différentes synesthésies, mais je trouve que c'est intéressant comme concept. Voilà, si vous avez des questions, j'essaierai de faire le mieux. Mais c'est poétique, en effet, dit Théodora. Mais je suis un poète. Théodora, je suis un poète. Là, il y a Baudelaire qui est cité, effectivement. Je pense que Baudelaire était synesthète, hein, il me semble. Non, c'est vrai? Effectivement, il me semble bien. Ouais. Ah, d'accord. Ça, je savais pas. Alors, la question suivante sur les rythmes biologiques.
Est-ce que nos rythmes biologiques dépendent exclusivement de notre cerveau? Alors, eh bien non, pas du tout. Et effectivement, vous êtes 84% à avoir donné la bonne réponse. Et Bien. Olivier va nous expliquer tout ça. Alors voilà, le chronobiologiste de service, donc c'est moi. Donc effectivement, bravo, c'est la bonne réponse. Mais c'était quelque chose qui n'était pas encore évident il y a une vingtaine d'années. On pensait que tous nos rythmes biologiques étaient contrôlés par notre cerveau et en particulier par une structure très précise dans notre cerveau qui se trouve dans une région qu'on appelle l'hypothalamus et qui était responsable de tous nos rythmes biologiques. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que finalement, cette petite structure qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, effectivement, si on la détruit dans le cerveau d'un rongeur, par exemple, on va faire disparaître les rythmes biologiques de motricité, de prise alimentaire, de sommeil, etc. Par contre, on sait très bien que ce n'est pas le seul rôle de cette structure. Son principal rôle de ce noyau suprachiasmatique, c'est de recevoir les informations lumineuses qui sont donc en rapport avec l'alternance jour-nuit, de manière ensuite à communiquer ces informations au reste de l'organisme. Mais chaque tissu et chaque organe de notre corps est en soi une petite horloge. Alors comment sait-on que c'est une petite horloge? C'est parce que ces structures possèdent, comme ce fameux noyau dans l'hypothalamus, ces fameuses cellules de l'hypothalamus possèdent des gènes spécifiques à l'horloge, qu'on appelle des gènes horloges. Donc on s'est aperçu que pratiquement toutes les cellules de l'organisme possédaient ces gènes horloges et fonctionnent comme des petites horloges à part entière qui finalement sont responsables de l'expression de rythmes d'enzymes. Le pancréas, par exemple, qui sécrète l'insuline, une petite horloge qui fait que l'insuline n'est pas sécrétée au même moment de la journée, de jour en jour. Par contre, ce noyau suprachiasmatique, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui, dans notre hypothalamus, qui va coordonner l'activité rythmique de toutes ces petites horloges secondaires qui sont dans notre corps, à la périphérie ou même dans d'autres régions de notre système nerveux. Donc, c'est plus un rôle de chef d'orchestre. Donc, effectivement, les rythmes biologiques qui vont dépendre de notre cerveau, mais pas exclusivement. Toutes ces horloges secondaires sont extrêmement importantes. Par contre, c'est vraiment notre cerveau qui va être le chef d'orchestre et qui va caler toutes ces horloges, qui va les régler entre elles, qui va faire en sorte que finalement nos fonctions biologiques puissent s'assumer de manière, puissent s'exécuter de manière normale. Parce que chaque horloge, oui, pardon. Non, c'est moi. Juste pour ajouter une petite anecdote, puisque c'est très dans l'actualité, pas plus tard qu'hier a commencé une expérimentation où une quinzaine de personnes va être enfermées, plongées dans une grotte pendant 40 jours pour justement continuer à en apprendre un petit peu plus sur ces rythmes biologiques. C'est quelque chose qui avait été déjà fait dans les années 60. C'est le fameux Michel Siffre, spéléologue, qui avait finalement apporté beaucoup de connaissances sur les rythmes biologiques. Et je vois que l'expérience se répète là, effectivement, Christophe, j'ai vu ça, s'est répété aujourd'hui, je crois qu'ils sont rentrés dans la grotte. Mais ce n'est pas tellement pour des problèmes hier. Je pense que ce n'est pas tellement pour en savoir plus sur le rythme biologique. Je pense que c'est plus pour étudier la résistance de l'organisme, si j'ai bien compris. Mais enfin, c'est également lié. Voilà. Alors, par la suite, on a la question, le cerveau est-il insensible à la douleur? Eh bien, c'est vrai, le cerveau est insensible à la douleur, avec des réponses assez partagées, presque 50-50. Donc là, c'était très mitigé. Moi, je suis assez d'accord avec les réponses qui viennent d'être données. Oui, non. Parce que, alors, en effet, le cerveau en tant qu'organe lui-même, il est insensible à la douleur et on a tous vu à la télé des films où on voit des chirurgiens, des neurochirurgiens faire des chirurgies alors que la personne est capable de parler, etc., etc. Et apparemment, elle ne ressent pas de douleur.
Alors, quand on fait des opérations comme ça au niveau du cerveau, hein, bien sûr, on injecte des analgésiques au niveau de la peau, etc. Mais c'est vrai que l'organe en lui-même, le cerveau, n'est pas sensible à la douleur. Mais la réponse, elle n'est pas vraie non plus, parce que lorsqu'on se fait mal, bien sûr, notre cerveau réagit. Alors, on va dire qu'il est insensible d'une manière directe à la douleur, mais indirectement, il est sensible à la douleur. Il interprète. Voilà, puisque nous nous sur le mot. par exemple, au bout de nos doigts, des capteurs qui vont nous permettre par exemple, de retirer la main brutalement lorsqu'on se brûle ou de ressentir la douleur. Tout ça, c'est porté par le système nerveux central. Donc, il y a des nerfs qui vont amener le message douloureux au niveau du système nerveux central qui va faire qu'il va réagir. Donc, en tant qu'organe, oui, le cerveau est insensible à la douleur, mais si nous n'avions pas le cerveau pour interpréter ces messages douloureux, on ne saurait pas très bien. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à la douleur et c'est des gens qui ont beaucoup de mal à vivre parce que, bien sûr, s'ils se blessent, ils ne vont pas le sentir. Donc, la réponse, elle est entre les deux. Il n'a pas les terminaisons nerveuses qui permettent la détection de la douleur, les terminaisons donc nociceptives, il ne les a pas. Voilà. Mais il interprète, c'est lui qui est le chef d'orchestre, il interprète bien sûr les douleurs qu'on va avoir au niveau du corps, bien sûr. Et alors, pourquoi j'ai mal à la tête, Agnès? Alors là, pourquoi vous avez mal à la tête? Parce que c'est ton système sanguin, si je me souviens bien, ta circulation sanguine, qui va faire que tu vas avoir une pression intracrânienne qui va pouvoir provoquer probablement des douleurs cérébrales et tout, mais peut-être pas au niveau de ton cerveau, vraiment au niveau de tout ce qu'il y a autour de ton cerveau. C'est pas les méninges, quand on a mal à la tête, c'est les méninges, non? Ai-je raison, Myriam? Souvent, la douleur est associée les migraines. Alors, déjà, les migraines, il faut savoir que on ne sait pas forcément encore très bien toutes les traiter parce qu'on n'en connaît pas forcément toujours l'étiologie réelle. Mais c'est vrai que souvent, on associe les migraines plutôt à des problèmes de vasodilatation et de tension finalement sanguine. Plus que Donc, en fait, on pourrait résumer en disant qu'on peut trifouiller à l'intérieur de notre cerveau, on ne le ressentirait pas, parce que le cerveau ne ressent pas, effectivement, n'est pas équipé finalement de nocicepteurs, le cerveau lui-même. Par contre, sans cerveau, on serait incapable de ressentir des douleurs périphériques. C'est ça. Il y a Léo du public qui conclut qu'on peut donc sans problème implanter des puces dans le cerveau pour améliorer les capacités cérébrales. Mais ça, on en revient un peu à ce que disait tout à l'heure Serge et Olivier sur Internet. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans 5000 ans. Hein. On va savoir. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça fera pas mal. Je pense que la question ne portait peut-être pas sur la douleur, mais là, on arrive plus à des questions philosophiques d'homme augmenté par manipulation. Et là, on sort un peu du cadre, mais la question est très intéressante et elle mérite d'être posée. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? En tout cas, on utilise en médecine déjà des implantations d'électrodes pour traiter des maladies. Est-ce qu'on est obligé de faire tout ce qu'on peut faire? Parce que parfois, on sait faire des choses, mais qui ne sont pas forcément souhaitables à faire. Donc là, c'est vraiment des questions éthiques. Là, il y a un débat éthique. Il y a un débat éthique et moi, je trouve qu'il y a déjà des gens comme les premiers tomes du livre de science-fiction Dune. Il y a une partie de la population qui est complètement métamorphosée et qui a des puces, etc. Donc, je pense qu'on y pense déjà depuis très, très longtemps. Hein. Frankenstein, quelque part, c'est un peu ça et tout. Donc, est-ce que ça fait partie de la philosophie, de l'éthique, etc. Voilà. L'accélération des technologies qui sont disponibles actuellement fait qu'effectivement, la science-fiction, il y a seulement une dizaine d'années, devient la réalité d'aujourd'hui. Hein. Après, par exemple, si on peut implanter, je pense que les gens, par exemple, qui sont sourds et lorsqu'on implante des électrodes ou quelque chose au niveau, ils vont mieux entendre. Ou par exemple, les parkinsoniens, lorsqu'on met des électrodes profondes, vont… Donc, c'est toujours, bien sûr, la balance entre l'éthique, le bénéfice, la volonté de la personne et tout. Donc, tout ça, c'est un discours plus philosophique pour le moment. Ça, c'est pour réparer un déficit, c'est pas pareil. Hein. Il faut distinguer réparation et intervention sur un individu en bonne santé. Voilà.
Après, chacun a ses opinions. Moi, Ah, mais ça, c'est tout un débat philosophique Voilà. qui mériterait d'avoir. Donc, on va directement passer à la question suivante pour Non. ne pas y passer la nuit. Est-ce qu'on peut faire des découvertes en dormant? Vous allez rêver cette nuit de toutes les questions qu'on vous a posées. Et est-ce que vous allez faire, du coup, une découverte scientifique majeure? Alors, la réponse, c'est faux. Et pourtant, 93% ont répondu vrai. C'est vrai? Oh, dis donc. Oui. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'on peut faire des découvertes en dormant. Il faut être subtil. Là. On est encore dans les neuromythes, là, Christophe, non? Alors, c'est compliqué. C'est vrai que si j'avais formulé la question, j'aurais dit, est-ce que nous pouvons apprendre de nouvelles choses complexes en dormant? Et là, on partirait sur ce qu'on appelle notamment l'hypnopédie, cette idée, cette théorie selon laquelle, ben, oui, on pourrait s'endormir en écoutant un disque qui nous apprendrait à parler japonais, et au bout de quelques nuits, on se réveillerait bilingue dans cette langue. Cette question autour de l'idée qu'on pourrait apprendre de nouvelles choses en dormant, elle a notamment été popularisée par un livre, on revient encore sur de la science-fiction, Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, dans lequel justement on est face à une civilisation qui est formatée. Formatée comment? Ben, le savoir est donné aux différentes personnes pendant qu'elles sont en train de dormir. Cette révolution, cet engouement autour de ce livre a fait bouillonner le cerveau de certaines équipes marketing qui ont développé des dispositifs, des sortes de mini-haut-parleurs plats qu'il était possible de glisser sous les oreillers pour pouvoir entendre pendant que nous étions en train de dormir. Et il faudra attendre les années 50 et notamment le développement d'une technique d'imagerie cérébrale, l'électroencéphalographie, pour justement être capable d'attester que l'individu sur lequel on est en train de mener une expérience pendant qu'il est en train de dormir est réellement en train de dormir. Et ces premières expériences, dans les années 50, 55, 56, on a montré que ben, même si les scientifiques se mettent à côté de la personne en train de dormir pour réciter des séries de questions et de réponses sur tout un tas de savoirs différents, ben, lorsque l'individu se réveille, il n'a pas pour autant appris de nouvelles choses complexes pendant qu'il était en train de dormir. Mais ça, c'était les années 50. Depuis, on a fait tout un tas d'autres expériences, et notamment des expériences plus récentes, 2017, 2018, ont montré que pendant certaines phases du sommeil, si on entend certains bruits, des bruits assez simples, hein, vraiment très loin de la parole, qui est un son complexe, ben, il est possible d'en garder une certaine trace. Et en 2019, une autre étude scientifique a montré que si pendant, là encore, une phase précise du sommeil, notamment le sommeil lent, si je ne dis pas de bêtises, on avait une personne qui vous donnait une association de mots entre un mot de votre langue comme clé et un mot d'une langue inventée, et qu'une fois que vous étiez réveillé, on vous présentait ce mot inventé et on vous demandait si ce à quoi correspond ce mot pouvait rentrer dans une boîte à chaussures, ben, en moyenne, les participants répondent légèrement mieux que s'ils répondaient au hasard. Donc, il serait possible de laisser passer certains éléments pendant notre sommeil, d'apprendre de nouvelles choses complexes. Oui, peut-être un tout petit peu, mais on est quand même extrêmement loin de l'idée que nous pourrions apprendre de nouvelles choses complexes en dormant. On est loin de l'idée qu'on pourrait se réveiller bilingue juste en ayant écouté des CD d'apprentissage de langue pendant que nous sommes en train de dormir. Mais pour cette question, peut-on faire des découvertes en dormant? C'est complexe. Parce que pendant qu'on dort, il y a énormément de choses qui se passent. Réactivation amnésique, potentialisation de certains réseaux qui vont se consolider. Alors, je vais laisser ma place. Pourquoi faux? Moi, je peux ajouter, bien sûr, il n'y a pas de grandes découvertes qui ont été faites en dormant, mais c'est subtil, vrai, comme tu le disais, les différences sont subtiles. Mais par exemple, on peut dire que le sommeil permet un tri entre ce qui va être archivé et ce qui va être effacé. Donc quand vous avez, avant de vous endormir, des idées un peu brutes
des informations un peu brutes comme ça qui s'accumulent dans votre cerveau et vous ne savez pas très bien en faire le tri, vous ne savez pas celles qui sont utiles, exploitables, etc., eh bien, le sommeil va permettre de convertir justement ces informations en connaissances utiles ou bien exploitables quand on se C'est réveille. pourquoi, effectivement, vous pouvez résoudre des problèmes. Il y a une Alors, personne qui dit « j'ai résolu des problèmes en dormant ». oui, C'est ça, c'est différent, résoudre un problème et Ouais. faire des découvertes. En fait, résoudre Ouais. un problème, au final, ça veut dire que ce temps de sommeil et de tri, comme dit Serge, Ouais. a probablement permis de faire un petit peu de ménage dans vos idées et d'y voir plus clair. Ce qui est un petit peu différent de faire une découverte. Mais bon, là encore, la question, comme souvent dans les neurosciences, hein, elle est pas forcément, les contours de la question ne sont pas forcément très clairs. Il y a une autre chose que j'avais lue, il semblerait que parmi les primates dont on fait partie, donc notre sommeil soit l'un des plus profonds et des plus efficaces. C'est-à-dire que les animaux sauvages, s'il y a une question de survie, ils ne doivent pas dormir profondément si on ne peut pas se faire manger des fois. Donc, ce confort nous permet d'avoir un sommeil sans doute parmi les primates le plus profond et peut-être que ça a amélioré nos connexions, la consolidation pendant le sommeil. Ce qui est sûr, c'est que le sommeil, les connexions synaptiques. Ça, c'est pour ça que les enfants doivent bien dormir pour aller à l'école le lendemain. Et je vais peut-être juste ajouter un dernier élément qui pourrait casser totalement ce qu'on est en train de dire et qui pourrait peut-être changer totalement les choses, ou au moins en partie. Il y a une étude assez récente qui a été menée notamment en collaboration avec une équipe française et qui a montré que pendant que nous rêvons, nous pouvons avoir une forme de rêve qui s'appelle le rêve lucide et que lorsque nous sommes dans ce rêve lucide, d'une certaine manière, il serait possible d'entrer en interaction avec une personne à l'extérieur, dans le monde extérieur, pendant que nous sommes en train de dormir, pour pouvoir répondre à une de ces questions. Donc, cette distinction entre l'éveil et le sommeil pourrait devenir de plus en plus floue avec les années et des nouvelles découvertes. On peut rajouter aussi que le sommeil, ce n'est pas quelque chose de longitudinal et tout, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le sommeil et on décrit plusieurs types de sommeil. Par exemple, le sommeil profond, le sommeil quand on rêve, c'est pas. Enfin, il y a différents types de sommeil avec des choses qui se passent différemment pendant ces différents types de sommeil. C'est pas un truc continu toujours pareil. C'est pour ça il y a des zones plus ou moins d'éveil, etc. Et tout. On passe à la question suivante. Ouais. Tac. Il n'y en a pas une qui est passée, Agnès, faut voir. Moi, j'ai alors, non. Moi, on peut faire des découvertes en dormant et ensuite, j'ai nos habitudes alimentaires. Ouais. Je l'ai passé très brièvement cette question sur les habitudes alimentaires. Non, il est là. Bon. Elle est là. Là, voilà. C'est juste que, en fait, j'ai un délai de réponse quand je clique et du coup, j'ai cru que la diapo n'était pas passée et elle m'a passé 2 diapos d'un coup. Donc, désolé pour ceux qui avaient commencé déjà à répondre à la question d'après. On revient un petit peu en arrière. Nos habitudes alimentaires ont un impact sur notre cerveau. Alors, la bonne réponse est bien sûr vraie. Et vous le savez, hein, globalement, puisque vous êtes 93% à avoir bien répondu. Donc, effectivement, maintenant, on sait que notre hygiène de vie, et en particulier nos habitudes alimentaires, vont avoir un impact sur le cerveau. Alors, les habitudes alimentaires, ça peut être aussi bien l'alimentation de manière quantitative que qualitative. Quand on sait que la suralimentation et l'obésité, à laquelle aboutit souvent une alimentation déréglée, hein, là encore, ça peut être quantitatif, mais ça peut être aussi la nature de ce qu'on ingère, va altérer le fonctionnement cérébral et on sait que l'obésité va être un facteur prédisposant de nombreuses pathologies et notamment via une augmentation de l'inflammation des tissus, inflammation qui, de manière chronique, va impacter énormément donc, le fonctionnement cérébral et voire même aboutir à
une certaine neurodégénérescence. On sait par exemple maintenant que effectivement, les altérations métaboliques qui sont liées à une trop forte consommation de sucre, par exemple, là encore, va aboutir à un diabète et que ce diabète peut être prédisposant à de nombreuses pathologies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer d'ailleurs. Donc oui, nos habitudes alimentaires impactent le cerveau. On a vu au début que le cerveau était composé en grande partie de lipides, de gras. Et pour fonctionner correctement, les membranes de nos neurones et de cette gaine de myéline doivent être renouvelées en permanence. Et donc, on a besoin aussi d'apporter un certain nombre d'acides gras insaturés à notre cerveau pour qu'il fonctionne correctement. Donc, la nature des graisses que l'on consomme est également importante pour un fonctionnement optimal de notre cerveau. Alors, dans cet esprit, on a, depuis quelques années, mis en avant l'intérêt du régime méditerranéen, qui serait un régime avec beaucoup de fruits et légumes, de l'huile d'olive, qui est riche en acides gras insaturés, des céréales, et donc relativement peu de sucre. Voilà, donc évidemment, on peut pas se contenter on va dire que notre régime alimentaire n'est pas un garant d'une bonne santé cérébrale. Ça ne suffit pas, mais c'est en tout cas un atout pour maintenir une santé de notre cerveau optimale. Christophe dit, j'en parle dans l'épisode 169 de mon podcast. Non, j'en parlais, je répondais à une question, à une remarque de Gabriel. C'est sur le rêve. Sur la question d'avant. D'accord, désolé. Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'alimentation du public. Alors, question suivante. La méditation modifie le fonctionnement cérébral. C'est moi. Donc, juste pour informer le public, on est à la 17e question. Il y en a 19, donc on arrive bientôt au bout de notre quiz. Alors, la bonne réponse est vraie, avec 87% de bonnes réponses. Alors, en effet, c'est vrai que la méditation modifie le fonctionnement cérébral. Et cette méditation, elle existe depuis, bien sûr, très longtemps, depuis 2500 ans. Il y avait le bouddhisme, c'était une origine, bien sûr, spirituelle. Donc, il a fallu attendre les années 80, 70-80 pour que ça bouge. Et elle est devenue, il y a une option laïque qui a été offerte en 1979. Donc, ça concernait à ce moment-là tout le monde. On n'avait pas besoin d'être bouddhiste pour faire de la méditation. Et puis, il y a eu un grand symposium, un premier symposium international avec les plus grands chercheurs, neurobiologistes, psychologues, cliniciens. Et puis, il y avait des méditants, des bouddhistes qui étaient là aussi, qui se sont réunis en 1983 pour essayer de comprendre un peu mieux quels étaient les effets sur la santé mentale que pouvait provoquer donc la méditation, parce qu'il y avait vraiment des effets notoires. Et puis sont arrivées les images de cérébrales, donc grâce à l'imagerie fonctionnelle. En 1992, on a eu les premières images et là, on a pu voir un petit peu que chez le cerveau des méditants, il se passait des choses un petit peu étranges et un peu mieux comprendre ce que pouvait avoir comme effet la méditation. Ça a été jusqu'en 2004 où Christophe André a eu une chaire, a eu un poste à Sainte-Anne comme en tant que méditant et pour développer la méditation de pleine conscience. Vous voyez, ça a beaucoup évolué. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est banal. Beaucoup de gens méditent parce qu'ils voient les effets bénéfiques sur leur corps et comme on est sur leur cerveau et comme on est un peu pressé, je vais prendre juste un exemple où c'est vraiment parlant, c'est celui de l'amygdale cérébrale, pas les amygdales
qu'on a dans la gorge, mais l'amygdale cérébrale, qui est une amande et qui est le siège des fortes émotions, comme les angoisses, l'anxiété, les peurs. Et il y a certaines personnes qui ont une amygdale un peu développée. Et, bon, bah, c'est des gens un petit peu plus stressés que les autres. Hein. On n'est pas égaux devant ce genre de phénomène. Par contre, ce que l'on voit nettement, c'est que pour des gens stressés, angoissés, eh bien, la méditation peut vraiment avoir des effets très bénéfiques. Je prends juste l'exemple, il y en a plein d'autres, hein. Je ne peux pas tout décrire évidemment, mais on peut réduire sous méditation, sous peut-être 6 mois, 8 mois de suivi. Évidemment, la méditation, c'est plusieurs milliers d'heures de méditation. C'est pas en une semaine qu'on va y arriver, c'est un vrai exercice, c'est un vrai entraînement qui nécessite du temps et de l'effort. Et on voit que l'amygdale est capable de reprendre une taille beaucoup plus normale lorsqu'elle est un peu trop hypertrophiée. Donc, on peut mesurer vraiment les changements au niveau du cerveau de l'effet de la méditation. C'est pas le seul cas. Par exemple, les méditants qui sont très entraînés sont capables d'attention bien supérieure à la moyenne et en un temps beaucoup plus réduit. On sait également analyser l'attention au niveau du cerveau, sur le cortex singulaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur différentes parties du cerveau, on voit clairement, d'un point de vue structure, des effets de la méditation. Donc, c'est vraiment à conseiller. C'est bon, un peu de relaxation, de yoga, tout ça, c'est un petit peu, c'est pas pareil, mais ça agit également sur notre cerveau. Donc voilà, j'essaye de pas monopoliser. Donc oui, la méditation modifie le fonctionnement cérébral, c'est certain. Les tissus morts maintenant. Alors, les chercheurs en neurosciences n'étudient que le tissu cérébral mort. Vrai, pour voir le tissu, la structure interne du cerveau, il faut le développer. Ou faux, il existe des techniques pour étudier la structure et le fonctionnement d'un cerveau vivant. Bon, je pense que cette question est relativement simple. Et j'ai 100% de bonnes réponses. Effectivement, tout le monde a dit faux. Il existe des techniques et je pense que Adriana va nous en dire peut-être un petit peu plus. Non, je pense qu'on passera tout simplement à la prochaine question parce que du coup, si tout le monde sait qu'il existe en neurosciences des techniques pour étudier le cerveau vivant, alors on va passer à une question plus difficile. Alors on passe à la dernière question. Non, parce que je voulais juste dire qu'on peut aussi apprendre beaucoup de choses sur du tissu mort, puisque beaucoup de travaux qui ont été faits, même en ultrastructure, c'est-à-dire en microscopie électronique, pour savoir vraiment comment tout était fait à l'échelle du micron, tout ça, c'est fait bien sûr sur du tissu cérébral mort. Mais bien sûr, Adriana va vous parler maintenant qu'en effet, bien sûr, on peut regarder le fonctionnement d'un cerveau vivant et heureusement pour nous. Je te remercie Agnès d'avoir précisé ça, parce que voilà, je suis anatomiste comme elle. Voilà, c'est ça. La neuroanatomie, les premières connaissances du tissu cérébral au niveau neuronal ont été faites sur des tissus morts par des gens comme Ramon y Caral au début du XXe siècle. Bien sûr, c'était sur des tranches de cerveau. N'en dis pas trop parce que c'est la question d'après, Agnès. Mais c'était de l'anatomie fonctionnelle. Voilà. Et donc, justement, pour essayer de mieux comprendre quelles sont les approches finalement scientifiques qui ont permis progressivement d'en savoir de plus en plus sur le fonctionnement du cerveau, on va vous demander un petit peu, à votre avis, d'ordonner les différentes techniques qu'on vous présente ici. Alors, pour ceux qui sont sur WooClap, sur l'application, vous avez des petites flèches qui vous permettent de faire remonter ou redescendre les différentes approches. Donc, on vous propose l'électrophysiologie, la tomodensitométrie ou scanner, la microscopie optique, la dissection anatomique ou l'IRM. Et donc, du plus ancien au plus nouveau, utiliser les petites flèches pour ordonner ces différentes techniques qui permettent d'étudier le cerveau. Oui, entre-temps, je voudrais m'excuser auprès de Agnès, mais je pensais que ce qu'elle avait dit sur l'étude du tissu mort, elle aurait dit maintenant, donc je ne voulais pas la couper. T'inquiète, ce n'est pas grave.
Donc, effectivement, il y a aussi des techniques très importantes qui étudient voilà, les grandes structures. Mais encore une fois, hein, la recherche en neurosciences, comme beaucoup de recherches, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure sur les régions du cerveau. Tout est lié. Voilà, et donc la bonne réponse, Agnès? Elle est là. Ok, il y a aussi l'image que vous voyez, elle est aussi, si vous cliquez sur le petit cercle avec l'image dans l'application BookLab, peut-être à meilleure qualité. Effectivement, donc historiquement, on a d'abord étudié le tissu mort. Ça a commencé, donc on ne sait pas exactement, mais on en est sûr qu'au moment de la Renaissance, ça a été étudié sur des cadavres, peut-être des criminels ou des morts de certaines maladies, qui étaient certainement en grand nombre. Et il y a donc plusieurs noms à citer, dans Leonardo da Vinci, ou Léonard de Vinci en français, excusez-moi. Il y a Vessal aussi, il y a plusieurs anatomistes qui ont démarré en fait les neurosciences quelque part avec cette étude-là. Et ça a continué après avec la microscopie parce que le cerveau n'est pas que fait des grandes structures, mais aussi est composé des cellules. Et pour les étudier, il fallait avoir des techniques qui permettent de voir la microstructure. Alors là, c'est un peu flou parce qu'on ne peut pas exactement dire quand la microscopie optique a été inventée. Ça n'a pas été d'un coup, évidemment. Donc, il fallait d'abord que certains spécialistes de l'optique pour faire des lentilles optiques ont pu créer des lentilles de bonne qualité. Il y a peut-être Galilée aussi à mentionner, qui a utilisé non seulement les lentilles pour regarder les planètes, mais il a regardé également des petits organismes comme des insectes. Et ensuite, il fallait aussi inventer des colorations parce que la plupart des tissus sont assez peu contrastés. Donc, c'est une histoire longue pour vraiment précisément placer le début de la microscopie. Je donne juste un autre exemple, l'électrophysiologie. Donc, ce que nos étudiants apprennent aujourd'hui à l'école ou à l'université, c'est que la technique, donc l'électrophysiologie, en fait, c'est la bioélectricité, c'est le fonctionnement des cellules grâce à des échanges des ions et donc d'un potentiel électrique. Ah. Ça bug? Non, mais c'est bon, vas-y, continue. Ah, non. Oui, donc c'était certainement Luigi Galvani qui a été peut-être le début de l'électrophysiologie. Mais moi, je suis pas. Alors, je suis aussi physicienne et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'avant Luigi Galvani et Volta, il y a Newton qui a déjà écrit dans un livre qui s'appelle Principia que les nerfs, le cerveau et les muscles sont quelque part liés grâce à un. Il a appelé ça éther, il n'a pas appelé électricité, et qui ferait donc fonctionner le cerveau, les muscles et les nerfs. Donc ça a été écrit noir sur blanc dans des papiers presque un siècle avant Luigi Galvani. Donc voilà comment l'histoire peut pas toujours être facile. Et donc l'électrophysiologie était parmi les premières techniques qui ont permis en fonctionnement. Ça, c'est peut-être important à dire. Et aujourd'hui, il est utilisé pour l'EEG. Donc, c'est l'électroencéphalographie qui permet d'étudier, par exemple, des maladies comme l'épilepsie. Ensuite, il y a des méthodes d'imagerie qui sont apparues, comme le scanner X ou la tomodensitométrie. Et parmi la plus jeune, à citer, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui est arrivée dans les années 70 en théorie, mais en pratique dans les années 80. Et avec l'IRM fonctionnel dans les années 1990 par un japonais qui s'appelle Ogawa, qui a en fait
ont remarqué qu'on pouvait étudier le fonctionnement cérébral grâce à la perfusion, donc grâce à l'irrigation du cerveau, des parties du cerveau qui sont actives, grâce à l'irrigation de ces parties qui est augmentée pendant le fonctionnement. Et il se trouve que le signal IRM est sensible à cette irrigation. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou s'il y a des questions. Moi, si je pouvais juste rajouter quelque chose. Donc là, Adriana parle essentiellement d'imagerie cérébrale chez l'humain, bien sûr, mais quand on fait de la recherche fondamentale, qu'on travaille sur des modèles animaux, on peut arriver à faire ce qu'on appelle de l'imagerie au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'on peut arriver à avoir une cellule en utilisant des outils viraux et des très gros microscopes tels que biphoton, etc. Et on arrive à voir l'activité d'une seule cellule parmi tout un réseau de neurones, et on arrive comme ça à comprendre quel est le rôle de tel ou tel neurone, quel est le rôle de tel ou tel groupe de neurones, etc. Donc vraiment, aujourd'hui, on arrive à enregistrer l'activité neuronale au niveau cellulaire, c'est-à-dire au niveau d'un neurone qui fait à peu près 10 à 15 microns de diamètre, donc c'est minuscule. Et il y a d'autres technologies aussi plus neuroanatomiques que j'utilise régulièrement. Et aujourd'hui, on arrive à rendre un cerveau transparent, mais vraiment transparent. Et on peut comme ça aller analyser, encore une fois, les différentes populations de neurones et leurs connexions dans l'ensemble d'un cerveau. Donc là, bien sûr, on ne peut pas faire ça chez un tissu humain vivant, hein, mais ce sont des technologies qui se développent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette technologie de microscopie, alors aussi bien chez l'humain que pour la recherche et tout, ça se développe de plus en plus vite, c'est exponentiel. Et voilà, puisqu'on arrive même à voir maintenant, je veux dire, enfin, il y a déjà un certain nombre d'années, le mouvement de telle ou telle molécule à la membrane des neurones, etc. Donc, on va extrêmement loin dans la résolution des différents mécanismes qui permettent de comprendre comment le système nerveux et les neurones fonctionnent. Oui, je voudrais rajouter, quand j'ai conçu cette question, ou quand je l'ai proposée, j'ai eu aussi envie d'y rajouter l'ingénierie génétique, en fait, qui a aussi une longue histoire et qui aujourd'hui, qui nous apporte énormément d'informations. Donc, il y a la microscopie de fluorescence qui manque aussi dans cette question, évidemment, qui s'est développée après Et après l'électrophysiologie. Ah. Et aujourd'hui, avec l'ingénierie génétique qui code pour des protéines fluorescentes, etc., qui peuvent... Malheureusement, la qualité du son n'est pas terrible. C'est quoi ta Wi-Fi, Théodora? C'est oui, Bouygues ou c'est... peut-être on peut dire un mot d'une technologie un petit peu récente qui s'est beaucoup développée ces dernières années et qui a permis aussi d'apporter pas mal sur les modèles animaux. Alors là, on ne parle pas pour étudier le cerveau humain, mais qui associe effectivement la génétique dont a touché un mot Adriana. Et c'est la possibilité de pouvoir activer certains neurones d'intérêt de manière très spécifique par une simple illumination lumineuse. Donc, en fait, ça consiste à rendre certains neurones, ça c'est par une manipulation génétique, sensibles à la lumière. Et ensuite, il suffit d'exposer le cerveau à la lumière pour activer de manière très précise certains réseaux et donc de pouvoir étudier de cette manière la fonction de certaines cellules, de certains réseaux de neurones. Donc ça, c'est les derniers développements. Myriam, là, tu réponds un peu à une question qui a été posée. Toi, est-ce que la technique de l'ARN messager va servir à quelque chose dans le domaine du cerveau? Donc, au niveau de la recherche, en effet, on peut comme ça un peu modifier, enfin, on peut faire exprimer certaines protéines fluorescentes ou pas, parce qu'on peut insérer de l'ARN messager dans certains neurones. On peut faire exprimer des protéines fluorescentes ou autres, hein, ou sensibles à la lumière, en utilisant des modèles animaux transgéniques ou en injectant des virus, un peu comme les vaccins. Ou inversement, on peut inhiber. Donc l'ARN messager,
c'est le code pour la protéine, d'accord? Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est et la protéine, c'est ça qui a la fonction. C'est pas l'ADN ni l'ARN qui a la fonction, c'est la protéine qui porte la fonction. Et donc, on peut aussi inhiber l'ARN messager avec des micro-ARN pour empêcher certaines protéines d'être fabriquées et de voir du coup quel est l'intérêt de cette protéine, à quoi elle sert. Donc, oui, le domaine de l'ARN, il est énorme. Il est utile à de très, très, très nombreux niveaux. Et pas que dans tous les domaines, hein, pas que en neurosciences. Alors, oui, Adriana nous dit qu'elle a un problème de connexion. Oui, ça va mieux maintenant, mais apparemment, vous n'avez pas entendu ce que j'avais dit, mais vous l'avez redite, donc c'est parfait. On s'est lu dans la tête. Bah, on arrive à la fin de ce quiz. Donc, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout, si longtemps. Hein. C'est vrai qu'on pensait que ça durerait un peu plus d'1 heure et finalement, ça a duré 2 heures. Hein, je vois qu'il est déjà 8h30. Oui, mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt, hein, c'est de pouvoir prendre le temps aussi de discuter derrière sur les questions. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Et que ce n'était pas trop frustrant. C'est vrai que normalement, c'est censé être un bistrot, donc avec énormément de ping-pong, d'échanges, de dialogues. Faute de bistrot, on s'est rabattu sur le quiz en ligne. C'est un côté frustrant, mais c'est mieux que rien. Donc, bon, pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je laisse la parole à mes collègues pour conclure. Juste un mot pour dire de vous renvoyer aux conférences qui ont lieu pareil en visioconférence, donc vous trouverez tout le programme. Si ça vous intéresse, de suivre également d'autres conférences qui seront également, d'après ce que j'ai compris, sur YouTube en replay. Donc, il n'y a pas de... Si celles qui sont déjà passées peuvent être écoutées, quoi. Merci à tous, à mes collègues, et merci à toutes ces personnes qui ont posé des questions et voilà, qui se sont intéressées à notre travail quotidien. Et voilà. Bien, merci à tout le monde. Pour la suite de la semaine alors. Merci à tout le monde. Bonne soirée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.